durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les oiseaux dont on sait que les populations ne se portent pas bien, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous sommes avec le président de la LPO Alsace, organisateur du 4e colloque ornithologique d'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, qui se déroulait à Nancy au musée Aquarium les 2 et 3 février 2019. Durablement Vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Yves Muller, bonjour. Bonjour. Yves Muller, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce colloque ici à Nancy, j'aimerais que vous nous présentiez l'ALPO au niveau national et puis au niveau grandestien. Bien, donc la LPO est une association nationale qui vient de passer les 50 000 membres. Je suis administrateur de la LPO française, donc nationale, je la connais bien. Et la particularité, c'est qu'elle a des associations locales dans quasiment toutes les régions de France. Donc pour prendre l'exemple du Grand Est, il y a une association locale Alsace, dont je suis président. Il y a des associations départementales en Meurthe-et-Moselle et en Moselle. Et il y a une association LPO Champagne-Ardenne. Donc nous avons depuis 3 ans maintenant créé une coordination Grand Est avec ces 4 associations. Et c'est cette coordination Grand Est qui organise aujourd'hui ce colloque ici à Nancy. Donc, c'est notre 4e colloque Grand Est d'ornithologie. Nous alternons toujours entre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne. Donc les colloques ont démarré en 1971 à Mulhouse. Ils étaient d'abord pendant une dizaine d'années uniquement alsaciens. Ensuite, à partir de 1980, nous avons fait des colloques Alsace-Lorraine pour que les gens se retrouvent des 2 côtés du massif vosgien. Et puis, réforme territoriale oblige, depuis 4 ans, notre colloque devient Grand Est. Nous avons contacté la LPO Champagne qui n'organisait pas de colloque et qui est très contente qu'on fasse maintenant cette manifestation sur les 3 anciennes régions. La LPO, au niveau national, dites-vous, Yves Muller, c'est aujourd'hui un peu plus de 50 000 membres. C'est à la fois probablement la première association naturaliste en France, en même temps, comparé à d'autres structures en Europe, voire dans le monde, c'est relativement faible en nombre d'adhérents. Comment vous expliquez ça ? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui nous soucie. Bon, d'abord, nous sommes contents parce que nous sommes en pleine progression. Donc, nous étions à 45 000 membres il y a quelques années. La LPO progresse, s'étend aussi géographiquement sur l'ensemble du territoire. Alors, évidemment, lorsqu'on voit les chiffres de la RSPB qui annonce 1 à 2 millions de membres, on est envieux. D'un autre côté, la RSPB, l'équivalent... Voilà, c'est l'association anglaise, l'équivalent de la LPO. Mais il faut savoir aussi que la façon de comptabiliser les membres n'est pas la même. Ce ne sont pas toujours chez eux des membres qui payent chaque année une cotisation. Donc le chiffre est un petit peu à relativiser, mais il est sûr que chez nous, ce sont plus de 50 000 membres qui payent chaque année leur cotisation, qui sont des membres réguliers de l'association. Et on peut bien sûr adhérer à tout moment à la LPO. Yves Muller, 48e colloque que vous organisez. Quel est l'intérêt d'un tel colloque ? Qui vient, qui participe à cette manifestation ? Qui sont les gens ? Et combien de personnes aujourd'hui à ce colloque ornithologique à Nancy ? Voilà, donc ce n'est pas le 48e exactement que j'organise depuis près de 40 ans. Mais j'ai pris le relais de mes prédécesseurs à peu près vers les années 1980. Pour moi, c'est une rencontre chaque année, annuelle, des ornithologues. Donc d'abord, c'était d'Alsace, ensuite d'Alsace-Lorraine, maintenant avec les Champardonnais. C'est pour nous très important. Il faut qu'une fois par an, les spécialistes, c'est une rencontre de spécialistes, puissent se retrouver et échanger, présenter leurs études. Alors, on privilégie toujours des études faites sur l'ensemble du territoire du Grand Est, telles que celles qui ont été présentées ce matin et qui seront encore présentées, pour que les gens puissent échanger davantage. Donc, par exemple, on a un oiseau de l'année. L'oiseau de l'année 2018, c'était le corbeau-freux. Donc, lors de ce colloque, cet après-midi, on va présenter les résultats de cette enquête corbeau-freux et c'est un retour pour toutes les personnes qui y ont participé.
Donc je vais aussi présenter en début d'après-midi le grébupé, qui sera notre oiseau de l'année 2019, en faisant un appel à collaborateurs. Et lors du prochain colloque, qui sera à Montier-en-Der en fin d'année, on présentera les résultats de cette enquête grébupé. Donc c'est à la fois les enquêtes associatives qui sont présentées lors de ces colloques, donc qui intéressent tout le monde, mais aussi des enquêtes plus personnelles que des observateurs font, et c'est une façon de les présenter à l'ensemble de la communauté ornithologique. Sachant, et c'est important, qu'ensuite, toutes les présentations sont ensuite publiées dans un numéro spécial de la revue Ciconia, et donc il restera une trace de chacune de ces présentations. Donc le public, un petit mot sur le public, nous avons aujourd'hui près de 160 personnes qui assistent à ce colloque. Les gens viennent des 3 anciennes régions, plus d'Alsace et de Lorraine parce qu'il y a la tradition des colloques dans ces 2 anciennes régions, plus de Lorraine par proximité puisqu'on est à Nancy, mais c'est très régulier comme public. On a au moins la moitié des participants sont des gens qui viennent chaque année, qui aiment se retrouver, échanger avec leurs collègues. C'est vraiment un rendez-vous incontournable pour certains. Alors, ça reste malgré tout une manifestation, vous l'avez dit à l'instant, Yves Muller, qui s'adresse essentiellement à des spécialistes. Pour autant, tout un chacun peut participer. Est-ce qu'il y a du tout public ? Donc la manifestation, déjà, elle est gratuite, elle est ouverte à tout le monde. Elle est annoncée sur notre site internet de LPO. Donc tous les adhérents, on a quelques milliers d'adhérents dans le Grand Est, près de 5000. Donc tous les adhérents peuvent venir, sont invités. Évidemment, les interventions sont assez spécialisées, donc c'est au libre choix des participants. La LPO, Yves Muller, est aussi très connue en France, probablement d'ailleurs grâce à la personnalité même du président national, Alain Bougrain-Dubourg, homme de médias. C'est aussi une spécificité peut-être de la LPO que d'être assez active en termes de communication auprès du grand public. C'est une marque de fabrique de la LPO. La LPO est, hommage à Alain Bougrain-Dubourg déjà, qui est un président tout à fait remarquable depuis une vingtaine d'années, qu'on veut absolument conserver, qui est vraiment l'image de la LPO. On veut avoir à la fois une approche de spécialiste, qui fait des études, qui publie des revues spécialisées, une approche d'éducation, de sensibilisation du grand public, avec des opérations comme Oiseaux des Jardins qui se sont déroulées là il y a quelques jours, avec une revue, l'Oiseau Magazine, qui est vraiment destinée à tout public. Mais c'est aussi une association militante. Face aux dégradations des milieux naturels, face à la pression de la chasse également, la LPO est très militante. Donc on a vraiment ces différentes facettes d'études, d'éducation de l'environnement et de militantisme pour préserver la nature. Alors vous connaissez bien Yves Muller, puisque je rappelle que vous êtes le président de la LPO Alsace, précisément les oiseaux. Quelle est aujourd'hui la situation ? Bon, je ne veux pas être trop pessimiste, donc je vais dire que la situation est variable. On a quelques espèces qui se portent relativement bien. On a eu des exposés là pour parler du colloque sur le balbuzard pêcheur qui niche à nouveau dans le Grand Est avec plusieurs couples, le faucon pèlerin à Nancy qui s'étend un petit peu. Donc c'est un petit peu paradoxal, c'est qu'il y a des espèces qui étaient très menacées autrefois, très rares, faucon pèlerin, balbuzard, qui se portent mieux. Et d'un autre côté, on a des espèces qui étaient très communes, qui deviennent de plus en plus rares. L'exemple que je donne toujours, ce sont les hirondelles. L'hirondelle rustique ou l'hirondelle de fenêtre, ou l'alouette des champs dans les milieux ouverts. Donc des oiseaux qui étaient très communs, auxquels on ne faisait même pas attention, mais que maintenant on fait des comptages justement pour voir comment évoluent ces populations. Et là, c'est très inquiétant. On dit même, Yves Muller, que le moineau domestique serait menacé. Tout à fait. Le moineau domestique est également en régression dans les villages. Et alors, la principale raison, pour moi, il y en a 2, c'est la transformation des milieux naturels. Dans les villages, les étables où nichaient les hirondelles sont fermées, sont plus accessibles. Le crottin qui était utile pour le moineau domestique, il n'y en a plus. Donc, c'est l'évolution de la société vers un monde différent qui fait que certaines espèces régressent. Et dans les milieux ouverts agricoles, c'est l'utilisation des produits chimiques. Les oiseaux insectivores, comme les hirondelles, si elles n'ont pas à manger, elles ne peuvent pas se reproduire et donc les populations déclinent. Vous parlez à l'instant des hirondelles, on parle également des moineaux.
ce sont des espèces jusqu'à présent communes, en tout cas qui parlent aux gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez une certaine écoute de la part de la population, une certaine sympathie pour l'action que vous menez au sein de la LPO Yves Muller. Oui, donc la LPO est très connue, bon, déjà grâce à notre président, ensuite grâce à toutes les actions que nous menons. Hein. Donc, nous essayons de sensibiliser le grand public, d'être à son écoute. Souvent, les gens viennent, disent je nourris les oiseaux cet hiver, mais j'ai plus d'oiseaux qui viennent à mes mangeoires. Donc, on voit que ce sont des sujets qui préoccupent beaucoup de gens, que les gens soient membres de la LPO ou pas. Ils viennent nous alerter en disant mais comment ça se fait que les espèces régressent ? Alors on va essayer de voir ces différentes questions avec certains des intervenants à ce colloque ici à Nancy. Yves Muller, on va vous laisser retourner en salle parce que Merci. Vous êtes le maître de cérémonie. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours à Nancy en ce samedi 2 février 2019 au musée Aquarium à l'occasion du 4e colloque ornithologique grand estien qui réunit donc les membres essentiellement de la LPO Alsace, LPO Champagne-Ardenne et LPO Lorraine. Christian Dronneau, bonjour. Bonjour. Je vous ai extrait, vous avez bien voulu vous extraire de ce colloque et rater un temps de présentation. Vous, cet après-midi, vous allez évoquer le corbeau-freux. Vous êtes bénévole à la LPO Alsace. Oui, tout à fait. La LPO organise depuis quelques années des campagnes appelées Oiseaux de l'année, qui visent d'une part à mobiliser les réseaux de bénévoles pour créer une dynamique associative et en même temps pour mieux comprendre le statut, l'évolution du statut de certaines espèces. Et le corbeau-freux donc, a été retenu cette année comme oiseau de l'année.
parce que c'est une espèce qui est relativement abondante dans la région, mais qui pose quelques problèmes de cohabitation avec l'homme. Vous savez qu'ils nichent relativement proches des zones urbaines. Et à ce titre-là, ça peut occasionner une gêne à la fois sonore, de salissure sur les véhicules, etc. Et puis, dans les zones d'alimentation, ils fréquentent les zones agricoles, donc on les accuse aussi de prélever des graines ou des semences, enfin, etc. Donc, une espèce qui a un petit souci de confrontation avec l'homme. À moins que ce soit l'inverse. À moins que ce soit l'inverse, effectivement. Tout dépend de quel point de vue on se place. Et donc, il nous avait paru intéressant de faire un zoom sur cette espèce, de voir quelle est la situation réelle, le nombre de couples, où se répartissent les colonies. Qu'est-ce qui est aujourd'hui en cours en termes de relations homme-oiseau et quels facteurs peuvent influer sur la répartition et le statut de l'espèce. Alors on va anticiper un peu sur votre intervention de cet après-midi au colloque ornithologique. Christian Dronot, quelle sera la conclusion de votre intervention ? En fait, donc on a pu mettre en évidence que sur l'ensemble de la région, donc on est à environ 43 000, 45 000 couples nicheurs, qu'effectivement ils sont présents de façon relativement préférentielle en périphérie des zones urbaines, même si on en trouve aussi un peu plus à l'écart en milieu rural. Et que, objectivement, c'est vrai que parfois ça peut poser un problème de cohabitation. Pour l'instant, la réponse qui est apportée par rapport à ça, c'est souvent, ça a été longtemps une destruction, un direct déplacement. On tente de déplacer les colonies en détruisant les nids. Enfin, au départ, c'était avec des lances de pompiers, maintenant c'est avec des nacelles. Enfin voilà, il y a effectivement toute une série d'actions qui sont engagées. Et c'est vrai que c'est un problème qui est quand même délicat. L'idéal, ce serait de pouvoir cantonner ces colonies en périphérie un peu plus lointaine, on va dire, par rapport aux villes, que ce ne soit pas dans les zones vraiment habitées. Les solutions, ça peut éventuellement, mais ça, c'est des réflexions qui sont à mener de façon collective. Pour l'instant, on n'a pas encore trop formalisé ça, mais ils adorent en fait les plantations de peupliers ou les aliments de platane, les frênes, enfin, etc. Donc on pourrait éventuellement envisager de créer des plantations de peupliers un petit peu à l'écart des villes pour les inciter à se mettre sur ces emplacements-là, à l'écart des zones de vie des hommes. Voilà, il y a des pistes de réflexion. Maintenant, on a une situation, une bonne vision en fait de la situation, où sont les colonies, quels sont les problèmes potentiels, etc. Donc on peut effectivement commencer à réfléchir à des solutions un peu plus modernes que simplement de dire on les détruit, on les tire, etc. Voilà. Solution archaïque. Voilà. Christian Dronot, vous êtes alsacien, bien sûr, c'est associé à l'image de la cigogne, qui elle aussi a souffert pendant longtemps, pas directement de la destruction de l'espèce, mais en tout cas de ses habitats. En même temps, il y a des oiseaux, il y a des animaux, mais puisqu'on parle aujourd'hui d'oiseaux, qui sont des espèces de stars. Alors la cigogne, par exemple, les rapaces ont longtemps été aussi malmenés. On a dû les protéger, faire évoluer les mentalités. C'est pas forcément évident de travailler comme vous le faites sur une espèce comme le corbeau-freux qui n'a pas forcément l'adhésion de toute la population et non plus des élus. Oui, c'est vrai, ça on ne peut pas le nier. Mais en même temps, c'est aussi une méconnaissance de la biologie de l'espèce, puisque on ne voit que le côté négatif, noir. En plus, il n'a pas de chance, cet oiseau est tout noir. À l'inverse d'autres espèces comme la cigogne que vous évoquiez, qui sont blancs, donc purs, etc. Noir, c'est toujours... oui, noir, c'est noir. Voilà, un plumage difficile à porter, et aussi un pelage quand il s'agit de mammifères. Mais en fait... on ne voit donc que le côté négatif. Mais par rapport à l'agriculture, par exemple, c'est un consommateur énormément d'espèces d'insectes, de vers blancs, etc. Donc il a un rôle très utile aussi en tant que régulateur entre guillemets, d'insectes qui peuvent impacter les cultures. En hiver également, il consomme un certain nombre de micro-mammifères, des campagnards, etc. Donc il faudrait en fait mettre dans la balance les deux aspects de l'oiseau. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il peut avoir un impact sur
l'agriculture et puis bon, cette cohabitation avec l'homme qui est délicate. Mais il a aussi son rôle dans la nature et il n'y a pas que le négatif en fait. Il y a aussi Finalement, tout le en vous positif. écoutant, Christian Drenot, je me dis que le corbeau nous renvoie il nous interroge sur notre propre rapport à la nature, où on s'aperçoit que finalement, vous avez ici au musée Aquarium annoncé à l'occasion de ce colloque toute une série de documentations que l'on peut consulter et acheter. Il y a d'ailleurs une petite plaquette sur le renard roux. Alors évidemment, c'est un colloque ornithologique sur les oiseaux, donc on ne va pas parler du renard roux aujourd'hui. Néanmoins, on peut faire un parallèle finalement, où on s'aperçoit que l'humanité au sens large se développe finalement sans tenir compte de son environnement et que peut-être le corbeau nous ramène, nous interroge sur notre propre mode de développement. Est-ce que on n'est pas là aujourd'hui dans une espèce d'impasse qui va nous obliger à inventer un nouveau mode de cohabitation précisément? Oui, parce que en fait, malheureusement, l'homme est assez égocentrique. Hein. Il voit son propre intérêt, sa propre vie, son propre développement. Et c'est vrai que souvent, on oublie que la nature elle est habitée par des tas d'autres espèces qui ont leurs propres besoins. Oui, parce que on leur laisse peu de place, en fait, souvent. Quand on dit qu'on est 6 ou 7 ou 8 milliards sur la Terre, en fait, on est beaucoup plus que ça. Oui, absolument, absolument. Mais en fait, ce qui est quand même encourageant, c'est qu'il y a effectivement énormément d'espèces qui sont pénalisées par l'expansion humaine, le développement, etc., hein, l'emprise sur les milieux naturels. Mais heureusement, il y en a quelques autres qui arrivent à s'adapter et à trouver leur place. Alors le corbeau-freux, bon, il cause un certain nombre de difficultés de cohabitation, mais lui, il arrive quand même à trouver son équilibre, on va dire, entre les mailles du filet posées par le développement humain. Et donc c'est pour cette raison aussi qu'il est très intéressant, parce qu'on voit qu'il arrive à s'adapter, malgré toutes on le pourchasse, on essaie de le détruire, mais il arrive à subsister. Donc c'est intéressant de voir justement comment certaines espèces arrivent malgré tout. D'autres ne résistent pas, hein, parce qu'elles sont plus spécialisées, parce qu'elles ont plus d'exigences, etc. Mais un certain nombre arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Donc c'est intéressant de voir justement comment cette confrontation, comment ça se passe et comment elles y arrivent finalement. Donc c'est un sujet d'étude intéressant. On rappellera jamais assez que c'est l'homme qui a besoin de la nature et non pas l'inverse. Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut partager cette conclusion et c'est vrai que c'est aussi des espèces qui, comme vous le dites très bien, interrogent, renvoient l'homme par rapport à l'ensemble des phénomènes naturels et de l'équilibre qu'on peut essayer de trouver tous les habitants de la planète, les autres hommes, mais aussi les autres espèces, et de voir que finalement, voilà, on n'est pas tout seul et qu'il faut partager cette planète avec un ensemble d'autres espèces vivantes. Eh oui. Comment en êtes-vous arrivé, Christian Drenot, à vous intéresser au corbeau-freux et est-ce que c'est la seule espèce qui a votre attention? Non, alors en tant que naturaliste, on s'intéresse à tout. Hein. Alors évidemment, on ne peut pas tout étudier, tout suivre de façon intensive. Le corbeau-freux, là, l'objet de l'enquête, c'était de trouver quand même une espèce qui soit relativement facile à recenser. Puisqu'il niche en colonie. Quand il commence à nicher au mois de mars, voire déjà février pour les premiers, il n'y a pas encore de feuilles aux arbres. Donc on va dire que c'est une espèce relativement facile à appréhender. Voilà. Une fois qu'on a repéré les colonies, on continue. Vous avez choisi la simplicité, la facilité. C'est un peu ça, on va dire. Donc c'est quelque chose qu'on peut maîtriser avec une confiance assez forte sur les résultats. On n'est pas à se poser des questions statistiques, est-ce que c'est fiable, pas fiable. Voilà, les colonies on les connaît, une fois qu'on les connaît on compte. Voilà. Donc mais en fait on s'intéresse tous à des tas d'autres sujets. Là c'était le thème de l'année 2018. Le colloque a lieu en tout début 2019 pour des raisons indépendantes de notre volonté. Ça devait avoir lieu fin 2018. Mais en 2019, on aura d'autres sujets, d'autres thèmes. On est polyvalent en fait. Hein. On définit des priorités à un moment donné. On s'y attache, mais on a beaucoup d'autres passions que quelques espèces. Et Christian Drenot, on est ici au 4e colloque grand estien ornithologique avec des scientifiques, même si la plupart sont des bénévoles, l'un n'empêchant pas l'autre, hein, bien sûr, avec des gens très pointus qui connaissent sur le bout des doigts, le bout des rimiges, le bout des ailes, leur sujet. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on n'est pas dans une situation où on sait à peu près globalement comment ça marche
Est-ce que l'enjeu, c'est encore de connaître de façon très pointue certaines espèces, ou on ne devrait pas aujourd'hui davantage mettre son énergie dans la sauvegarde globale de la biodiversité? Oui, ça c'est vraiment deux facettes qui sont indissociables en fait. C'est sûr que la priorité c'est la protection, c'est la sauvegarde et c'est le but finalement de toutes ces associations qui s'intéressent à la nature, hein, que ce soit les oiseaux, les amphibiens, les mammifères, etc. Mais en fait, on a quand même besoin d'avoir un peu des baromètres, hein, savoir, on fait des actions de protection, est-ce qu'elles portent leurs fruits? Et on ne peut le savoir qu'en suivant les populations, en regardant si ça s'améliore, si ça se dégrade, etc. C'est un peu des alertes. Donc on est obligé de mener en parallèle finalement la préservation et le suivi pour avoir un indicateur en fait sur l'efficacité de ce qui est fait ou pas. Hein, parce que des fois, il n'y a rien qui se passe, donc ça permet d'alerter en disant attention, là, clignotant rouge, il y a une espèce qui est en train de diminuer dramatiquement, il faut faire quelque chose. Donc c'est deux aspects indissociables. I've seen the lark so high at noon, heard his song up in the blue. I've heard the songbird pipe his notes, that thrush and the linnet too. But there's none of them can sing so sweet, my singing bird, as you. My singing bird, as you. If I could lure my singing bird from his own cozy nest, if I could catch my singing bird, I would warm him on my breast. For there's none of them can sing so sweet, my singing bird, as you. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Édouard Lemaire, bonjour. Bonjour. Édouard Lemaire, vous avez accepté de quitter quelques instants le colloque ornithologique grand-estien qui se déroule aujourd'hui à Nancy. Nous sommes le samedi 2 février 2019 et nous sommes au musée Aquarium parce que vous avez été le premier ce matin à faire une présentation que vous allez bien sûr nous évoquer. Vous coordonnez le plan régional d'action sur les aigles pêcheurs. Il y a donc des aigles pêcheurs dans notre région, Édouard Lemaire? Oui, tout à fait. Il y a deux espèces qui sont présentes dans le Grand Est, donc le balbuzard pêcheur et son grand cousin, le pigargue à queue blanche. Que le public connaît, d'après vous? Alors pas forcément, c'est pas des espèces qui sont très faciles à voir, mais par contre le balbuzard pêcheur a un plumage qui est assez particulier, blanc et noir, et donc on peut le voir dans des reportages animaliers venir capturer des poissons en surface. Voilà, il vaut mieux observer la nature finalement à la télé que sur le terrain, on a plus de chances que d'en voir.
c'est un animal où ce sont des animaux, des oiseaux de grande envergure. C'est ça. Donc le balbuzard, on a une envergure de 1,60 m en moyenne. Le pigard, donc son grand cousin, lui, on dépasse les 2 mètres. Ah oui, donc c'est vraiment déjà imposant. Votre intervention de ce matin, Édouard Lomer, à ce colloque ornithologique, portait sur quel sujet? Alors, du coup, on a présenté la dynamique de population du balbuzard pêcheur dans le Grand Est avec des intervenants de la LPO, Champagne-Ardenne et Alsace. Et précisément, où en est l'état de la population aujourd'hui de ces animaux, de ces oiseaux, Édouard Lomer? Alors, c'est une espèce qui avait disparu de notre faune française au siècle dernier, qui est revenue dans les années 80 en région centre. Et dans le Grand Est, c'est à partir de 2008 qu'on a le premier couple qui s'est réinstallé. Et pour atteindre aujourd'hui, en 2018, 7 couples nicheurs. Et pour quelles raisons ces oiseaux avaient-ils disparu? Eh bien, malheureusement, l'homme a une grande part de responsabilité puisqu'il a mené des campagnes d'extermination sur cette espèce qu'il accusait de prendre les poissons qui étaient réservés à l'homme. Alors, on vient d'entendre tout à l'heure Christian Dronot, qui, de la LPO Alsace, nous expliquait eh bien, qu'on en voulait beaucoup aux corbeaux-freux, aussi un peu pour les mêmes raisons finalement. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, ces aigles pêcheurs, Édouard Lomer, sont... alors évidemment, ce sont des espèces protégées, pas encore... J'ai presque envie de dire pas encore heureusement le corbeau-freux, parce que quand on en arrive à protéger une espèce, ça veut dire qu'elle est en danger. Qu'est-ce qui a permis cette bascule et qui a permis de maintenir les populations, voire de les revoir se développer? Bon, ça vient d'une prise de conscience générale qui remonte aux années 60-70, avec la mise en place des premières lois de protection sur ces espèces qui ne méritaient pas d'être exterminées comme on le pensait. S'en est suivi des actions de conservation, aussi des relâchés, des réintroductions. Donc l'espèce, petit à petit, à partir du moment où on a arrêté de lui tirer dessus, est revenue. Voilà. C'est assez simple, peut-être arrêter de lui tirer dessus et arrêter de l'empoisonner. En quoi consiste le plan régional d'action sur les aigles pêcheurs que vous coordonnez, Édouard Lomer? Alors c'est une déclinaison d'un plan national donc, qui est validé par le ministère, qui comprend 3 volets. Un volet de connaissance, recherche et connaissance des couples nicheurs. Un volet de conservation avec mise en place d'actions de protection concrètes et un volet de sensibilisation du public et des acteurs de terrain. Est-ce que vous avez les moyens aujourd'hui de conduire la mise en œuvre de tels plans régionaux sur des espèces importantes comme les aigles pêcheurs? Édouard Lomer, est-ce que vous avez les moyens à la fois humains, financiers, ou est-ce que ça reste peut-être trop marginal? Alors j'aimerais vous dire oui. Quand on a validé le plan régional d'action, on avait un budget qui était mis en face et ce budget il n'est pas forcément ensuite validé par les financeurs qui sont l'État, la région et d'autres. Donc effectivement, c'est vrai que depuis plusieurs années, on a plutôt tendance à avoir une baisse de ce genre de budget. Alors nous, on essaye de faire avec les moyens du bord, mais c'est vrai qu'on aimerait bien au moins que les budgets soient constants d'une année sur l'autre. Voir à la hauteur des enjeux. Merci Édouard Lomer, on va vous laisser retourner dans l'amphithéâtre ici au musée Aquarium. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Sur ce colloque grand-estien sur l'ornithologie à Nancy, il y a au musée Aquarium, aujourd'hui, samedi 2 février, des stands avec beaucoup de documentation. Alors, je rappelle, évidemment, nous sommes en Lorraine. Ce colloque réunit des ornithologues d'Alsace, de Champagne-Ardenne. Et puis, on tombe sur un livre magnifique intitulé « La Crau, dernière steppe pierreuse », signé Alain Chal. Et le voilà derrière son stand. Bonjour Alain Chal. Bonjour. C'est pas vraiment lorrain, ça, la Crau, dites-moi. Ah du tout, non, moi je suis alsacien et puis il se trouve que naturellement ce colloque est quand même si c'est un colloque réservé, ciblé Quart Nord-Est, c'est quand même l'ornithologie qui est à l'honneur. Et étant alsacien, eh bien, il se trouve que je suis présent aujourd'hui parce que c'est le colloque Quart Nord-Est, mais aussi parce que je voyage beaucoup à travers l'Europe et dans ces voyages, je me suis souvent arrêté dans le sud de la France
D'abord la Camargue, qui est un peu le panthéon des jeunes ornithologues quand ils démarrent. Enfin, quand ils démarrent, oui, c'est un petit peu par là qu'on a envie de passer quand on n'habite pas là-bas. Et puis de là, j'ai traversé le Rhône par un bac qui existe toujours d'ailleurs, et qui nous amène de l'autre côté, donc à l'est de la Camargue. Et on arrive dans cette steppe qui est un milieu unique en Europe, qui est une steppe pierreuse. Alors, situez-nous géographiquement à peu près l'Accro, Alain Chal. Alors l'Accro est à pile poil à l'est de la Camargue. La Camargue, c'est donc le delta, le triangle entre Petit-Rhône et Grand-Rhône, Petit-Rhône étant à l'ouest, Grand-Rhône étant à l'est, et quand on traverse le Grand-Rhône, on se trouve dans cette steppe de l'Accro qui est l'ancien delta de la Durance. La Durance se jetait il y a 2 millions d'années dans la mer Méditerranée, et en se jetant sur ce terrain relativement plat, elle a nivelé cette immense steppe. Et entre 2 millions d'années et moins 75 000 ans, se sont passées plusieurs périodes, 3 périodes en particulier, où par des soulèvements de plaques tectoniques, cet ancien lit s'est trouvé repoussé plus au nord, pour finir tel qu'il est actuellement au nord des Alpilles, où la Durance se jette actuellement dans le Rhône, à la hauteur à peu près de Tarascon. Mais en faisant tout ça, elle a abandonné son ancien site qui a formé un delta fossile. Alors, c'est précisément sur ce delta fossile, l'Accro, que porte votre ouvrage, Alain Chal, texte, photo, dessin. L'Accro, dernière steppe pierreuse aux éditions Biotope, et qui vient de paraître fin 2017. On retrouve ce livre dans toutes les bonnes bibliothèques, et j'imagine aussi par Internet, au prix de 34 €. Cette Cro a bien failli disparaître. Cette Cro a été très menacée, il l'est d'ailleurs toujours, par... bien sûr, l'urbanisation. La steppe originelle faisait une surface de 500 km². Et de ces 500 km², il ne reste qu'un mouchoir de poche d'à peu près 12 000 hectares. Tout le reste a été rogné par urbanisation, agriculture, essentiellement. Oui. On en est toujours encore, Alain Chal, à détruire la nature et à émettre de temps à autre des réserves. C'est un peu le cas de l'Accro. Oui, c'est le cas de l'Accro. Oui. Alors bien sûr, ce sont toujours malheureusement une poignée de naturalistes qui s'emparent un petit peu des sujets, mais la trajectoire entre la détection de ces surfaces qui sont en danger et ensuite la prise en compte par les organismes officiels pour la protection, il peut y avoir 20-30 ans qui peuvent passer, et puis alors naturellement on perd de la surface. Alors, dans un autre style de milieu, on pourrait dire, Alain Chal, vous qui êtes alsacien, l'Accro alsacienne, alors, bien évidemment, toute chose étant égale par ailleurs, c'est le Ride. C'est le Ride, oui. C'est le Ride, alors lui qui naturellement était aussi à une surface, un biotope qui a été extrêmement modifié à travers les siècles, par les irrigations, la construction de canaux, la mise en canaux de certains circuits d'eau, et donc l'absence globalement sur le Ride principal des inondations, pour éviter naturellement de gêner l'agriculture et les habitations. Alors là, on a des modifications de biotope naturellement très fortes également. Partager son fromage. Le micro est ouvert, on a que ça. Des mots et la quoi est populaire. Une cogite, un stylo, un cahier. Voici pas qu'on est hal, pareil pour employer. Car trop de paroles et trop d'années. Et encore rien n'a changé, peut-être ne changeront-elles jamais. Cette façon-là que les gens ont de penser, de vouloir à tout prix, de vouloir tout gagner. Mais qui dit gagnant dit perdant, la rage dedans on ne vous l'apprend pas. La compétition est pour nous un problème déjà trop propagé en aucun cas nous ne raisonnerons de cette façon-là. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, mais le corbeau radin n'a rien donné, et le renard la faim au ventre lui a arraché. Oh, trêve de volatile, passons aux choses humaines, car j'ai de la peine de voir la petite sur son trottoir, la crassonner dans les rues de Tanger. Alors que juste en face, dans un resto, le touriste joue l'ignorant gavé d'argent bien au chaud. Sur cette partie du continent, quand cesserons-nous de nous plaindre et quand cesserons-nous de geindre pour des billets? L'homme n'est pas fait pour travailler, on le crie sur un micro, une écoutille dans une société qui pousse à moderniser. Et quand l'outil sera bien électroniqué, l'outil sera bon à jeter. Car si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si
Si Maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. J'ai le droit d'être quelqu'un, sans travail je ne suis rien. Faux, ce ne sont là que des ragots. Poussés par l'être humain dans une facilité pour se raccrocher à des bouées. À leur bouée, qui très vite vont se transformer en des menettes, en des clapiers. Enfermer les esprits un peu trop libérés. 10 ans comme employé chez Renault. Et aujourd'hui il vend des fleurs dans le métro. Comment peut-il compenser ce qu'il gagnait? Des gestes imprégnés de son école et repassé. Toute sa vie il a bossé dans une entreprise de merde, avec un boulot de merde, où la philosophie travaille plus vite que tes voisins et tu seras en haut demain. Mais bien loin et le sommet des échelles, et seuls quelques corbeaux peuvent encore y accéder. C'est pour cela qu'encore une fois on pose notre doigt sur ce détail là. Yves Muller, vous êtes l'organisateur pour la LPO Alsace de ce 4e colloque ornithologique grand-estien qui se déroule ce samedi 2 février ici au musée Aquarium de Nancy. On va profiter de la pause. J'aimerais savoir, vous êtes président de la LPO Alsace depuis 20 ans. Qu'est-ce qui vous motive ? Bon, la motivation, c'est difficile à dire. J'étais d'abord président du Centre d'études ornithologiques d'Alsace, qui était une association plus spécialisée, plus scientifique. Et le Centre d'études ornithologiques d'Alsace a fusionné avec l'ancienne Ligue d'Alsace de protection des oiseaux, la LPO Alsace. Et du coup, je me suis retrouvé président de la LPO Alsace. La motivation, personnellement, c'est de faire le maximum de ce que je peux pour aider à la connaissance et à la conservation de la nature. J'insiste toujours aussi sur la connaissance parce qu'on a besoin de la connaissance pour protéger. Donc moi je suis un scientifique au départ, j'ai fait un doctorat en ornithologie et je pense qu'il faut développer des études pour pouvoir ensuite mieux justifier la protection et des espèces et des milieux naturels. Doctorat en ornithologie, pour autant, ça n'a pas été votre métier, on peut le dire. Vous êtes aujourd'hui jeune retraité, Yves Muller. Voilà, je suis jeune retraité, si on veut, quand même 5 années déjà. Et j'étais enseignant, professeur de mathématiques en lycée à Bitche, dans les Vosges du Nord. Un beau métier que j'ai beaucoup aimé, quoi. Mais j'ai toujours fait de l'ornithologie à côté, en essayant d'utiliser mes compétences de mathématicien pour faire des études très sérieuses et rigoureuses. Ça peut aider probablement pour les statistiques. Et ce goût pour la nature et les oiseaux en particulier, vous en connaissez l'origine, Yves Muller ? Bon, c'est difficile à dire. Je suis d'un milieu paysan, mes grands-parents. J'étais toujours proche de la nature. Je passais mes vacances en forêt, chez ma marraine. Et j'ai toujours observé. J'avais une paire de jumelles. Et c'est ensuite, quand j'étais devenu étudiant à Strasbourg, que j'ai côtoyé des ornithologues qui était du Centre d'études ornithologiques d'Alsace. J'ai participé à un premier colloque en 1972 et du coup ça m'a incité à faire les choses, je dirais, un petit peu plus sérieusement, à observer, à noter précisément les observations, puis ensuite d'utiliser mes compétences mathématiques pour faire quelque chose de plus structuré. Et donc du coup ça m'a donné envie de faire un doctorat. Et puis on sent la rigueur dans l'organisation de ce colloque ici à Nancy, Yves Muller. Aujourd'hui, la protection des oiseaux, la protection de la nature en général, même s'il commence à y avoir des professionnels, ça reste malgré tout une activité qui est portée par des bénévoles. Ça vous évoque quoi ? Alors ça me fait très plaisir que vous me posiez cette question parce que je dis toujours que la LPO ou les associations, ce sont au départ des bénévoles. Si on a dans la LPO Grand Est 2500 ou plus de membres, ce sont des observateurs bénévoles et c'est eux qui collectent les millions de données que l'on collecte annuellement dans nos bases de données. Alors on a besoin de professionnels pour gérer la boutique et pour participer aux réunions qui sont en semaine. Globalement, on ne peut plus se passer de professionnels, mais la base de nos associations, c'est bien le bénévolat. Merci Yves Muller. Eh bien, merci beaucoup à vous, ça m'a fait très plaisir. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ?
cette séquence coup de cœur, coup de gueule à l'occasion du 4e colloque ornithologique grand-estien qui se déroule samedi 2 février ici au musée Aquarium de Nancy. Plus de 170 personnes participent à cet événement. Évidemment, il a bien fallu en choisir un. Eh bien, c'est tombé sur vous. Guillaume Leblanc, bonjour. Bonjour. Guillaume Leblanc, vous êtes directeur de Lorraine Association Nature. Loana, coup de cœur ou coup de gueule? Coup de gueule. On vous écoute. Donc effectivement, on était les premiers à passer ce matin par rapport aux présentations de la journée, et on avait un petit cri du cœur à lâcher, ouais, effectivement, pour exprimer notre mécontentement vis-à-vis justement d'un simple constat où on a aujourd'hui, on sait qu'on a moins 70% des insectes volants en 30 ans, moins 30% des oiseaux en 30 ans. À côté de ça, on a une politique environnementale qui est désastreuse, où on a justement des exemples à nos portes, avec le conseil régional du Grand Est, pour le citer, mais c'est pas le seul, qui a réduit ses budgets de moitié par rapport à avant, où les 3 ex-régions existaient encore. On apprend que le 20% du budget environnement devait être gelé pour compenser les dégradations occasionnées lors des manifestations des Gilets jaunes. Bon, finalement, ce sera que 2%. Ouf, on a envie de dire. Mais ce constat, en fait, de moyens financiers qui sont revus chaque année à la baisse, eh ben, il est récurrent dans toutes les structures qui financent, que ce soit le conseil départemental, que ce soit le conseil régional, que ce soit l'agence de l'eau Rhin-Meuse. C'est inquiétant, en fait. On entend votre coup de gueule, Guillaume Leblanc. Comment vous expliquez cette différence ou ce delta grandissant entre, d'une part, les enjeux que le public, d'ailleurs l'opinion publique, commence à percevoir de plus en plus? On pourrait imaginer que l'enjeu devenant de plus en plus important, les moyens financiers l'accompagnent. Or, c'est exactement l'inverse. Comment vous expliquez cela? Est-ce qu'on pourrait imaginer, allez, soyons volontairement dramatiques, que c'est une volonté délibérée? Alors, est-ce que c'est de l'ignorance et de la méconnaissance? Je pense qu'on vit dans une civilisation où la prise de conscience, effectivement, de plus en plus de gens cherchent à se rapprocher de la nature, mais la prise de conscience de cette dégradation de la biodiversité, des urgences, qu'elles soient climatiques ou tout simplement liées à une crise de la biodiversité, l'opinion publique n'en a pas encore pleinement conscience. Encore moins les élus, parce qu'ils ont d'autres préoccupations aujourd'hui, hein, on le voit bien avec les manifestations qu'il y a actuellement, et que l'environnement, c'est relayé, c'est vraiment le dernier de leurs soucis, je pense. Alors, on va faire aussi un peu le mea culpa. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu la faute des écolos, au sens large bien sûr, et sans aucune dimension péjorative, que peut-être d'être resté dans une espèce d'entre-soi et avec une difficulté peut-être à aller vers le public, à communiquer au sens large? Et alors pourquoi ne pas aussi communiquer justement en direction des élus et de les sensibiliser au-delà que par simplement la production de rapports ou par des manifestations diverses et variées? Alors c'est vrai que le terme écolo, il est très péjoratif. Et je pense qu'aujourd'hui... Guillaume Leblanc, on peut d'ailleurs se demander pourquoi il est péjoratif. Il est péjoratif parce qu'il est connoté justement extrémiste. Or, aujourd'hui, je préfère le mot naturaliste. Le travail de naturaliste, c'est le travail qu'on mène chaque jour. C'est pas que regarder les oiseaux, se faire plaisir. C'est aussi siéger lors des réflexions liées au plan local d'urbanisme, qui sont souvent maintenant intercommunaux. Ça, c'est des choses qu'on fait, mais j'ai fait le PLU des terres touloises. Excusez-moi du peu. En fait, on se limite au strict minimum d'un point de vue prise en compte environnemental. Alors, c'est des documents qui sont validés pour 20 ou 30 ans. Et quand on expose d'autres intérêts autres que ceux qui sont légaux, c'est-à-dire les périmètres de PNR, les périmètres Natura 2000, eh ben,
on a l'impression de nuire ou d'être voilà le. C'est encore la traditionnelle opposition entre économie et écologie finalement. Oui, clairement, mais je pense que là, on est vraiment dans une situation où on vit une crise de la biodiversité et elle n'est pas à Bornéo avec les orang-outans, elle est devant chez nous, quoi. Alors, on parlait à l'instant des mots, de la valeur des mots, naturaliste, écolo. Peut-être d'ailleurs faut-il revoir le terme même de crise, qui sous-entend que, comme toute crise, elle a un début, un milieu et une fin, et qu'elle va passer. Quel est votre ressenti, quelle est votre vision de l'avenir, notamment des oiseaux, en Lorraine et ailleurs, Guillaume Leblanc? Écoutez, moi je suis ce qu'on appelle, j'essaye d'être un pessimiste plus. C'est-à-dire que je crois que tout est foutu, mais que voilà, il faut encore se battre. Et puis dès lors qu'on arrive à mettre en place quelques petites actions aussi bénéfiques qu'elles puissent l'être, ça passe par la renaturation d'une mare, la création d'un linéaire de haies, il faut foncer. Et voilà, je pense qu'il faut continuer à se battre, mais que clairement, avec la politique qu'on a aujourd'hui, la politique environnementale qu'on mène aujourd'hui et climatique, on ne va pas aller très très loin. Voilà pour ce reportage sur le 4e colloque ornithologique d'Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne qui se déroulait à Nancy au musée Aquarium les 2 et 3 février 2019. Avec Yves Muller, président de la LPO Alsace, Christian Dronot, bénévole à la LPO Alsace, Édouard Lemaire, coordinateur du plan régional d'action sur les aigles pêcheurs, Alain Chal, naturaliste et photographe, auteur d'un livre magnifique sur la plaine de l'Accro, paru aux éditions Biotope en 2017, et Guillaume Leblanc, directeur de Lorraine Association Nature. Pour en savoir plus sur ce colloque et les oiseaux en général, rendez-vous sur lpo.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre L'amour est un oiseau rebelle, tiré de l'acte 1 de l'opéra Carmen de Georges Bizet, interprété ici par la mezzo-soprano lettonne Elina Garancha au Metropolitan Opera de New York en 2009 sous la direction de Yannick Nézet-Séguin. Singing Bird par l'irlandaise Sinéad O'Connor, paru sur l'album Sinos Nua sorti en 2002. Et enfin, Maître Corbeau par le groupe La Ruquetanou, paru sur l'album À Contresens, sorti en 2009. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.